Internationale en République centrafricaine, la tension politique monte à quelques mois de la présidentielle. Une figure majeure de l'opposition accuse le pouvoir d'abus après avoir été empêché de quitter le pays. La suite dans ce reportage. L'opposant et ancien Premier ministre Anicet Georges Dologué affirme avoir été empêché de quitter le territoire par les autorités centrafricaines. Selon lui, cette décision constitue un abus de pouvoir de l'État. L'homme politique devait se rendre à Addis Abeba pour participer à une réunion de fonds pour la paix de l'Union africaine, une institution qu'il préside depuis plusieurs années. Mais au moment d'embarquer, les services de l'immigration lui auraient interdit de voyager, estimant qu'il ne pouvait plus utiliser un passeport centrafricain. Au cœur du conflit, une décision judiciaire rendue en octobre dernier affirmant que Dologué aurait perdu sa nationalité centrafricaine en raison de sa précédente nationalité française. Une accusation contestée par l'opposition. Avant la dernière présidentielle, il avait pourtant officiellement renoncé à sa nationalité française afin de pouvoir se présenter face au président Faustin Archange Touadéra. Depuis plusieurs années, les relations entre le pouvoir et l'opposition restent extrêmement tendues en Centrafrique. L'opposition accuse régulièrement le gouvernement de verrouiller l'espace politique et de limiter les libertés démocratiques. La dernière élection présidentielle, remportée par Touadéra avec près de 78% des voix, avait déjà été contestée par plusieurs candidats qui dénonçaient des fraudes massives. Le président centrafricain avait également suscité la controverse après avoir modifié la constitution en 2023 afin de pouvoir briguer un nouveau mandat. Cette nouvelle affaire risque donc d'alimenter davantage les tensions politiques dans le pays. En Tunisie, la justice a condamné une importante figure de l'opposition à une lourde peine de prison, une décision qui relance les inquiétudes autour des libertés politiques et de l'indépendance judiciaire dans le pays. Reportage de Jennifer Makonga. Un tribunal tunisien a condamné Noureddine Biri, ancien ministre de la Justice et figure du mouvement d'opposition Ennahda Movement, à 20 ans de prison. La justice lui reproche d'avoir facilité en 2012 la délivrance de passeports et de documents de nationalité à des étrangers recherchés dans des affaires liées au terrorisme. Des accusations rejetées par l'ancien ministre et ses avocats qui dénoncent un procès à caractère politique. Cette condamnation s'ajoute à une autre peine de 43 ans de prison prononcée l'année dernière contre Noureddine Biri dans une affaire qualifiée de complot contre la sûreté de l'État. Depuis plusieurs années, les poursuites judiciaires visant les figures de l'opposition se multiplient en Tunisie. Les organisations internationales de défense des droits humains accusent le pouvoir tunisien d'intensifier la répression contre les voix critiques. La situation politique s'est particulièrement tendue depuis 2021 lorsque le président Kais Saied a dissous le Parlement et renforcé ses pouvoirs exécutifs. Depuis, plusieurs responsables politiques, journalistes, avocats, militants ont été arrêtés ou poursuivis. Longtemps considéré comme l'un des rares succès démocratiques du printemps arabe, la Tunisie fait aujourd'hui face à de nombreuses interrogations sur l'indépendance de la justice et le respect des libertés publiques. Cette nouvelle condamnation risque donc d'alimenter davantage les tensions politiques dans le pays. Une étude du Haut Commissariat au Plan révèle les changements profonds dans la société marocaine. On observe un recul du modèle de la famille élargie au profit de l'individualisme, avec des mariages de plus en plus tardifs et un taux de natalité tombé à 1,98 enfants par femme. Reportage de Jennifer Makonga. Le Maroc est en train de basculer vers un modèle de société plus individualiste. Les mentalités, les pratiques et les valeurs évoluent rapidement. Les nouvelles générations contribuent à une transformation rapide de la société. Les jeunes suivent aussi cette tendance avec un âge moyen de mariage désormais fixé à 27 ans pour les femmes et 31 ans pour les hommes. Il y a quelques décennies à peine, les filles étaient mariées pratiquement à l'adolescence. Aujourd'hui, elles ont d'autres rêves, un autre idéal. L'enquête révèle que près de la moitié des célibataires interrogés ne souhaitent pas se marier. De nombreux jeunes ne sont pas encore prêts pour le mariage en raison de leur scolarité et des conditions économiques, mais n'expriment pas non plus un refus catégorique du mariage. Le contexte économique actuel ne favorise pas les mariages précoces, ce qui explique en partie ce célibat prolongé. Le taux de fécondité au Maroc est tombé à 1,98 enfants par femme, en dessous du seuil de renouvellement des générations. Dans les années 60, une femme avait en moyenne 7 enfants, contre moins de 2 aujourd'hui.
Cette baisse s'explique par l'activité professionnelle des femmes, leur responsabilité accrue et une politique de contraception réussie. Le Maroc pourrait ainsi faire face à des défis similaires à ceux des pays européens avec un vieillissement de la population à l'horizon. La société marocaine, autrefois très solidaire, évolue vers un modèle où les jeunes préfèrent vivre indépendamment de leur famille élargie. Avant, le couple était dilué dans la famille. Aujourd'hui, les jeunes veulent un nouveau modèle de couple, ce qui rend difficile la prise en charge des membres de la famille. Cette évolution pourrait entraîner une crise dans la prise en charge des aînés, bien que les parents restent une priorité sacrée pour de nombreux Marocains. L'État marocain doit se préparer à répondre aux conséquences de ces mutations, notamment en matière de prise en charge des personnes âgées. Face à une hausse préoccupante des actes hostiles, la police londonienne lance la Community Protection Team. Cette unité permanente de 100 agents spécialisés est chargée de protéger les écoles et luttant contre les menaces extrémistes. La suite avec Jennifer Makunga. Face à une montée sans précédent des actes hostiles, la Metropolitan Police a franchi une étape majeure en annonçant la création d'une unité permanente, la Community Protection Team. Cette nouvelle force, composée initialement de 100 agents spécialisés, ne se contentera pas de simples patrouilles. Elle fusionne 3 piliers de sécurité britanniques, notamment la police de proximité pour maintenir un lien direct avec les résidents et les commerçants, la protection spécialisée des agents formés pour sécuriser les lieux sensibles comme les écoles et synagogues, l'antiterrorisme pour analyser et prévenir les menaces plus complexes provenant d'acteurs étatiques ou de groupes extrémistes. L'annonce de cette unité fait suite à une série d'incidents graves qui ont secoué la capitale ces dernières semaines. Une attaque au couteau contre 2 hommes juifs dans le quartier de Golders Green, traité par les autorités comme un acte terroriste. Plusieurs ambulances de l'organisation caritative juive Est-Zola ont été détruites et des tentatives d'incendie ont visé des synagogues dans l'est de Londres. Le maire de Londres, Sadiq Khan, et le premier ministre Keir Starmer ont apporté leur soutien total à ce projet, soutenu par un financement d'urgence de 25 millions de livres. Bien que cette unité soit d'abord dédiée à la communauté juive en raison de l'urgence actuelle, notamment 140 délits antisémites recensés pour le seul mois d'avril 2026, la police espère que cette structure servira de plan directeur pour protéger toute autre communauté qui pourrait faire face à une hausse soudaine de la haine à l'avenir. En chiffres, en note, 100 agents dédiés pour commencer, 80 arrestations liées à l'antisémitisme au cours du dernier mois, 1000 patrouilles supplémentaires effectuées chaque semaine par la police londonienne. Le pape Léon XIV a reçu aujourd'hui au Vatican le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans un contexte de tensions diplomatiques entre Washington et le Saint-Siège. Au cœur des échanges, les conflits internationaux, la paix au Moyen-Orient, les questions migratoires et les relations entre les États-Unis et le Vatican. La suite dans ce reportage. Sous les fresques du palais apostolique, le pape Léon XIV a accueilli Marco Rubio pour une audience officielle placée sous le signe de la diplomatie et du dialogue. Le secrétaire d'État américain est arrivé au Vatican en fin de matinée, accompagné d'une délégation américaine. Après une poignée de main devant les caméras, les échanges se sont poursuivis à huis clos pendant plusieurs dizaines de minutes. Selon le Vatican, les discussions ont porté sur les grands défis internationaux, les conflits armés, les crises humanitaires, mais aussi la protection des populations civiles dans plusieurs régions du monde. La question migratoire a également occupé une place importante dans les échanges. Sur ce dossier, le Saint-Siège défend régulièrement une approche plus humanitaire, parfois différente des positions américaines. Malgré ces divergences, les deux parties ont insisté sur leur volonté de maintenir des relations solides entre Washington et le Vatican. Marco Rubio a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, avant de quitter le Vatican en début d'après-midi. Cette visite diplomatique intervient à un moment sensible alors que les tensions diplomatiques restent fortes entre certains responsables américains et le souverain pontife. Pour le Vatican, cette rencontre représente surtout une occasion de maintenir le dialogue ouvert avec les États-Unis sur les grandes questions internationales. Avant de refaire